Vitamine D, bienfaits, aliments, soleil, pourquoi vous en manquez même en été? Pendant des décennies, on nous a présenté la vitamine D comme la vitamine des os, aidant à fixer le calcium. En 2026, on sait qu'en réalité la vitamine D est une hormone discutant avec presque toutes les cellules de l'organisme. Cerveau, intestin, système immunitaire, muscles, peau, métabolisme, système endocrinien. Donc cette vidéo pour voir quels sont les bienfaits de la vitamine D, pourquoi on a intérêt à en avoir à une bonne dose, où la trouve-t-on, quelle est cette histoire de soleil et pourquoi on peut être carencé même en plein été. Bonjour et bienvenue pour les nouveaux, je suis Florence Ortolan, je suis naturopathe et praticienne en micronutrition. C'est une approche fonctionnelle qui permet de comprendre le fonctionnement du corps quand il est en santé. Dans cette approche, il y a une mise à jour constante des données scientifiques qui expliquent aujourd'hui tous les merveilleux mécanismes du corps. Et l'idée de cette approche, c'est d'optimiser sa santé plutôt que d'attendre d'être malade pour agir. Donc sur ma chaîne, vous avez tout plein de vidéos sur d'autres thèmes. On va donc reparler aujourd'hui de cette fameuse vitamine D. Alors si pendant des années on nous parlait de vitamine D et que c'est encore le terme qu'on utilise et je l'utilise dans cette vidéo, il faut savoir que les revues scientifiques parlent aujourd'hui d'une hormone stéroïdienne, plus exactement d'une sécostéroïde hormone, et comme à mon habitude, je vous mets en description tout un ensemble d'études scientifiques pour étayer mes propos si vous voulez aller plus loin. Ça vous permettra de voir que la science évolue, que chaque année, il y a des nouveautés, des nouvelles compréhensions et qu'on est bien loin de la simple idée que la vitamine D, c'est là que pour fixer le calcium. Ça a totalement changé. Alors pourquoi les revues scientifiques disent que la vitamine D est une hormone? Parce qu'elle est synthétisée par l'organisme, on va voir bien sûr après comment. Elle subit 2 activations enzymatiques, c'est tout son métabolisme, j'en reparlerai plus tard. Elle agit via un récepteur nucléaire, c'est vraiment le principe des hormones stéroïdiennes. Et elle modifie directement l'expression de centaines voire de milliers de gènes. Autrement dit, son fonctionnement est beaucoup plus proche d'une hormone, par exemple thyroïdienne ou encore sexuelle, que d'une simple vitamine. Et ce qui est incroyable, c'est que le récepteur de la vitamine D, le VDR, vitamine D récepteur, est retrouvé absolument partout. Alors ces récepteurs à la vitamine D, on les retrouve dans le cerveau, dans le système immunitaire, dans l'intestin, dans la peau, dans le pancréas, dans les muscles, dans le foie, dans le tissu adipeux, dans la prostate, dans les seins, dans les ovaires, dans les testicules, dans la thyroïde, dans les cellules souches, dans les follicules pileux. La liste est immense. Donc on comprend que cette vitamine D, elle agit à tous les niveaux. C'est pourquoi dans une approche fonctionnelle, ça fait partie des grands piliers pour rétablir un fonctionnement optimal. Dans le cerveau, elle aide au niveau de la synthèse des neurotransmetteurs, au niveau de la neuroinflammation, au niveau de la plasticité synaptique, de la protection neuronale. Donc la vitamine D, elle va aider tout ce qui est non seulement fonctionnement cognitif, mais aussi tout ce qui est humeur et morale via les neurotransmetteurs. Les mitochondries maintenant, aujourd'hui en 2026, on sait que la vitamine D a une influence sur la production d'ATP qui est l'énergie cellulaire, l'énergie qu'on ressent et qu'on dépense quand on dit je suis en forme ou à l'inverse je suis fatiguée. Et donc par là, elle influence forcément le métabolisme puisqu'il est lié à la production d'énergie. Mais on va voir après que ce n'est pas la seule raison. Au niveau de l'immunité, c'est connu depuis longtemps, ça avait été très évoqué lors de la période Covid. La vitamine D, elle est essentielle à une bonne immunité. Comment? Alors déjà, elle a des vertus immunomodulatrices, c'est-à-dire qu'elle modère l'attaque, donc l'inflammation, tout ce qui est aussi dans le contexte des maladies auto-immunes où on a beaucoup d'attaques et pas assez de modération. La vitamine D, elle est favorable à cette modération qui justement permet de limiter l'attaque et d'avoir une immunité plus équilibrée. Elle améliore aussi l'immunité innée. Et elle l'augmente, alors ça c'est pour comprendre son fonctionnement antiviral, on dit parfois d'elle qu'elle est antivirale, en réalité elle n'est pas antivirale directement, mais elle augmente des peptides qui vont avoir une action antibactérienne, antivirale, également antifongique, donc elle aide l'immunité à mieux s'attaquer à tous nos agresseurs potentiels. Donc c'est un chef d'orchestre de l'immunité qui n'est pas stimulant en réalité, qui est plutôt modulant,
augmentant la tolérance, freinant l'inflammation excessive et aidant à mieux combattre. Alors sur l'intestin, on n'en parlait pas il y a quelques années et là encore ça a énormément évolué. On parle aujourd'hui de Gut Vitamine D Axis, l'axe intestin vitamine D, parce que la vitamine D, elle est favorable à l'intégrité des jonctions serrées. Quand vous avez entendu parler d'intestin poreux, de perméabilité intestinale, c'est que les jonctions serrées se sont détendues. Et donc l'idée pour retrouver un intestin bien étanche justement, c'est d'aller resserrer ces jonctions serrées et la vitamine D, elle est favorable à cela. Et en plus, comme on a vu qu'elle avait des vertus anti-inflammatoires, elle est aussi favorable à une bonne santé intestinale parce que plus il y aura d'inflammation, plus on va avoir une porosité intestinale. Grâce à son aide dans la synthèse de peptides antimicrobiens, antibactériens, antifongiques, elle va aider aussi d'une certaine façon à favoriser un équilibre au niveau du microbiote et elle interagit avec ce microbiote. Donc, même pour l'intestin, la vitamine D est importante. Résistance à l'insuline. Donc là, on va voir comment elle agit sur le métabolisme. On a vu qu'elle aidait les mitochondries à fabriquer l'énergie, donc elle aide à avoir un meilleur métabolisme et en plus, elle est favorable à une bonne sensibilité des récepteurs à l'insuline, sujet que j'ai traité il y a très peu de temps. Donc ça, ce qui est quand on perd en sensibilité à l'insuline, on va prendre du poids beaucoup plus facilement et on va en perdre beaucoup plus difficilement. Mais la vitamine D, elle est favorable à la sensibilité à l'insuline. Donc elle intervient pour faire marche arrière sur un phénomène de résistance à l'insuline, même s'il n'y a pas qu'elle, mais elle intervient. Les cheveux maintenant, là aussi les données se renforcent aujourd'hui. On sait que la vitamine D, elle intervient même dans le fonctionnement normal du follicule pileux, donc pour tout ce qui est cheveux, perte de cheveux, faiblesse des cheveux. Elle est importante même à ce niveau. Alors en plus de tous ces effets, on l'a vu, anti-inflammatoires qui peuvent être intéressants quand on a des problèmes de rougeur, d'acné avec donc un peu d'inflammation, la vitamine D intervient dans la réparation de la peau, la différenciation des kératinocytes et la modulation aussi immunitaire de la peau. Vous avez tout plein d'infos en description pour aller voir tout ça, mais en tout cas on comprend que voilà, elle agit vraiment à tous les niveaux et c'est pas fini. Dans le muscle, aujourd'hui on parle beaucoup de ça, la vitamine D, elle intervient dans la synthèse des protéines musculaires. Elle a des actions, on a vu, anti-inflammatoires, elle intervient dans les mitochondries, alors on sait que les muscles sont très très riches en mitochondries. Elle intervient aussi contre le stress oxydatif, ce qui est important aussi pour une bonne fonction musculaire. Elle intervient à plein de niveaux, je ne vais pas tout détailler, sinon ça serait une vidéo entière, mais en bref, elle est importante pour garder son capital musculaire, pour éviter la sarcopénie, la fonte musculaire liée à l'âge. Les récepteurs hormonaux maintenant. La vitamine D influence l'expression de certains récepteurs hormonaux, sujet dont j'ai parlé il y a peu de temps. On sait que les hormones aussi, c'est vraiment ça fait tout dans notre corps, mais encore faut-il que les récepteurs hormonaux soient fonctionnels pour faire en sorte que le message des hormones passe. Et donc la vitamine D, elle influence cette qualité des récepteurs hormonaux et donc par là, elle influence tout le système endocrinien. Alors aujourd'hui, il y a un phénomène dont on commence à parler, dont on ne parlait pas du tout il y a peu de temps, c'est la résistance à la vitamine D. Alors oui, il y a la résistance à plein de choses, à l'insuline, à la leptine, bref. En fait, à partir du moment où la vitamine D est une hormone et que, sujet dont j'ai parlé il y a peu, les récepteurs aux hormones peuvent être bouchés, altérés, saturés, on a donc aussi ce phénomène avec la vitamine D. Si on a un taux de vitamine D tout à fait correct, mais que les récepteurs à la vitamine D sont dysfonctionnels, on va avoir ce que maintenant les revues scientifiques appellent la résistance à la vitamine D, comme on pourrait avoir une résistance aux hormones, résistance à l'insuline, et tout ça j'en parle dans les vidéos précédentes si ça vous intéresse. Donc on a vu qu'elle était favorable à une meilleure sensibilité à l'insuline, mais elle est aussi favorable à tous les récepteurs, et donc il peut aussi avoir un problème de récepteur bouché s'il y a d'autres facteurs derrière, comme l'intoxication dont j'ai parlé dans cette autre vidéo sur les hormones qui s'appelle le protocole Bergson. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Je ne pouvais pas ne pas parler aussi de son rôle par rapport au cancer, donc aussi bien la prévention qu'en curatif. En aucun cas mon propos ne sera vous dire que la vitamine D guérit le cancer, surtout pas, bien évidemment, mais là aussi, il y a des données au niveau scientifique et là aussi, je vous mets en description tout plein d'infos, vous allez voir si vous voulez. En tout cas, on sait que la vitamine D agit de plusieurs façons pour lutter, entre autres participer à lutter contre les cellules cancéreuses. On voit que, alors je vais lire mes notes parce que c'est assez complexe et je ne veux pas me tromper, elle ralentit la prolifération des cellules tumorales.
Elle favorise la différenciation plus normale des cellules. Elle facilite l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée cellulaire, ce qui nous intéresse bien sûr quand il y a des cellules cancéreuses. Elle peut freiner l'angiogénèse, c'est-à-dire donc ces mécanismes permettant aux tumeurs de développer leur réseau vasculaire. Elle diminue l'inflammation, ça on l'a vu tout à l'heure. Et elle module l'activité de différentes cellules immunitaires impliquées dans la surveillance de cellules cancéreuses. La recherche est encore prudente par rapport à ça, c'est toujours long avant de venir. En tout cas, quand on voit comment elle aide le corps dans son mécanisme général à tous les niveaux, on comprend que de toute façon, c'est intéressant d'en prendre pour moduler l'immunité, pour mieux l'aider. Mais bien sûr, si vous avez un cancer, demandez toujours conseil à l'équipe médicale qui vous suit. Alors là, on a fait une synthèse de tous ces bienfaits. Maintenant, où on la trouve cette vitamine D? Est-ce qu'on la trouve dans les aliments? Est-ce qu'on la produit au soleil et comment? Est-ce qu'on la trouve dans un complément alimentaire? Je vais vous parler de tout ça. Au niveau de l'alimentation, c'est une exception nutritionnelle. On parlait de vitamines, maintenant on comprend que c'est plutôt une hormone et finalement c'est assez logique puisque contrairement à vitamines, on la trouve très peu dans l'alimentation. Alors il y a certains aliments qui en contiennent quand même, je vais vous les mentionner, mais on ne va pas vraiment pouvoir compter sur son alimentation pour avoir un bon taux de vitamine D. En fait, chez l'homme, chez l'humain, 80 à 90% de la vitamine D est plutôt produite par la peau grâce au soleil, ça j'y reviens après, mais une petite partie peut être amenée par certains aliments. En tête, on a l'huile de foie de morue. Alors l'huile de foie de morue, c'est un aliment, mais c'est pas évident. Avant, on en donnait aux enfants, hein, c'est connu. Aujourd'hui, on la trouve plus en complément alimentaire. C'est intéressant parce que ça contient aussi des oméga 3. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'aliment le plus riche en vitamine D, où là, pour le coup, si on prend 100 grammes d'huile de foie de morue, on peut avoir des très belles doses de vitamine D, pouvant aller jusqu'à 10 000 UI, voire plus, ce qui est beaucoup, hein, c'est plus que le besoin quotidien. Je reviendrai aussi après sur ce sujet-là. Ensuite, on a le hareng et les poissons gras sauvages comme le saumon sauvage. Parce que selon s'ils sont sauvages ou d'élevage, bien sûr, ça ne contiendra pas du tout les mêmes teneurs en vitamine D et en autres micronutriments d'ailleurs. Alors les infos que j'ai, c'est que pour 100 grammes de hareng, on aurait entre 800 et 1400 unités internationales UI de vitamine D, ce qui est déjà une dose intéressante, mais qui n'est pas suffisante en tout cas déjà pour une journée, et on imagine qu'on ne va pas manger du hareng tous les jours. Enfin, en tout cas, si c'est votre cas, vous pouvez en tenir compte dans votre apport de vitamine D quotidien. Et après, les informations que j'ai, que je suis en train de lire, c'est que la sardine, on va avoir environ 400 UI pour 100 grammes. 400 UI, c'est très peu. On y vient après sur les besoins quotidiens, mais on est plutôt de l'ordre de 4000 UI, j'y reviens après en détail. Après, on descend encore avec la truite, à peu près également 408 pour 100 grammes, donc c'est à peu près pareil, et pareil pour le thon. Et puis alors, ça chute complètement après par rapport au jaune d'œuf ou l'œuf entier. Là, on est vraiment sur des doses qui sont toutes petites, on n'est même pas sur 100 UI pour 100 grammes, donc c'est vraiment tout petit, donc on ne peut pas compter dessus. Pareil pour le beurre et encore moins pour les fromages. Donc voilà, on a compris, l'alimentation c'est pas notre stratégie pour avoir de la vitamine D. Qu'en est-il maintenant du soleil? Donc voyons comment le corps synthétise la vitamine D au soleil. Alors il faut savoir que la peau synthétise la vitamine D à partir des UVB, donc l'exposition aux UVB sans crème solaire bien sûr, qui bloque les UVB, à partir du cholestérol. Si vous avez des statines qui bloquent votre cholestérol, vous aurez forcément beaucoup moins de synthèse de vitamine D au soleil. Donc ça, c'est une première raison qui fait que vous pouvez être en carence l'été, toutes les personnes qui prenaient des statines. Donc il faut avoir aussi un bon taux de cholestérol pour pouvoir synthétiser sa vitamine D. C'est un sujet qu'on mentionne trop peu souvent. À ce stade-là, cette synthèse de vitamine D, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas active. C'est le cholécalciférol. Elle a besoin encore de subir des réactions enzymatiques pour être active et pouvoir se fixer sur ses récepteurs. C'est au niveau du foie que cette première version de la vitamine D va se transformer en 25 OH vitamine D ou calcidiol ou 25 hydroxyvitamine D. C'est cette mesure qu'on prend dans les analyses de sang, c'est 25 OH vitamine D, c'est le calcidiol, c'est la forme circulante, c'est la forme de réserve, mais elle n'est pas encore à ce stade complètement active. Elle a besoin de subir une deuxième hydroxylation pour devenir le calcitriol qui, lui, va être la forme active de la vitamine D et va pouvoir se fixer sur ses récepteurs.
Alors pendant longtemps, on pensait que cette deuxième hydroxylation se faisait uniquement dans les reins. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Le rein est bien le principal producteur endocrinien de calcitriol, mais les découvertes aujourd'hui ont montré que de très nombreux tissus partout dans le corps expriment cette enzyme qui convertit le calcidiol en calcitriol, c'est CYP27B1. Et donc on dit que la plupart de nos tissus ont cette activité endocrinienne de production de calcitriol. Donc voilà, on a vu tout ce métabolisme de la vitamine D. Donc voilà, dans la nature sauvage, on avait des périodes d'été où on faisait le maximum de synthèse et donc de réserve de vitamine D qui nous permettait de durer tout l'hiver. Aujourd'hui, ça a changé. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas tout l'été, toute la journée, dehors. Il faut être réaliste. Alors c'est vrai qu'il y a encore je dirais ce mythe qui dit on arrête de prendre de la vitamine D en avril et on n'en prend pas pendant les beaux jours, ce n'est pas la peine. C'est un principe de précaution peut-être qui vise à faire en sorte que vous n'en ayez pas trop. Et on se dit bon, pas grave s'ils en ont pas assez, en tout cas au moins ils en auront pas trop. Mais si vous voulez bien fonctionner, c'est intéressant d'avoir un très bon taux de vitamine D. Et là je vais y venir après, parce qu'avant on se contentait d'avoir des minimums pour la synthèse, pour la fixation du calcium, donc pour la santé osseuse. En approche fonctionnelle, on essaye vraiment d'optimiser ces taux de vitamine D et c'est d'autant plus intéressant qu'on est en inflammation, qu'on a des maladies auto-immunes. Ça, c'est vraiment ultra important. Donc, ou qu'on a des résistances à l'insuline ou autres phénomènes de ce type. Donc pourquoi aujourd'hui on peut être carencé en plein été, et je vous assure que je le vois parce qu'il y a des personnes qui viennent à moi qui me partagent leurs analyses et je vois les taux même si le dosage a été fait en plein mois d'août et que les personnes sont parties en vacances. Alors ça remonte toujours le taux bien sûr de partir en vacances au soleil, mais soyons réalistes, cette exposition au soleil elle ne se fait pas pendant toute la période des beaux jours, c'est-à-dire la période qui permet cette synthèse au soleil, c'est avril à fin septembre en France métropolitaine. Déjà, si vous me dites en plein mois de février, vous savez, moi, je prends tout le temps de soleil, etc. Ça ne marche pas en fait l'hiver, la synthèse, elle ne marche pas. La latitude fait que les UV ne permettront pas la synthèse de vitamine D. Ça va marcher selon chaque pays, à vous de regarder sur internet pour voir quelle est votre période, donc en fonction de la latitude, qui permet la synthèse de vitamine D au soleil. Mais durant cette période, donc en France métropolitaine, qui est de mai à fin septembre, vous n'allez pas être tous les jours au soleil. Vous n'allez pas vous exposer au moins 20 minutes, bras ou jambes découverts, sans crème solaire, qui sont les conditions pour synthétiser sa vitamine D sous réserve qu'on ait assez de cholestérol, qu'on n'ait pas une résistance aussi à la vitamine D. Bref. Les gens travaillent, les gens sont dedans. Aujourd'hui, on a le réchauffement climatique qui fait que on a chaud et qu'on n'a pas envie d'aller au soleil quand il fait 40 degrés. Si on est réaliste, on comprend en fait que sur la période d'été, il y a une petite partie où on va vraiment être au soleil sans crème solaire au moins 20 minutes. Mais c'est pas tous les jours, c'est pas tout l'été. Et c'est pour ça qu'on a des carences même en plein été aujourd'hui. Moi, dans mes accompagnements, je suis toujours très prudente, mais je dis voilà, soit vous êtes sûr aujourd'hui d'avoir pris 20 minutes de soleil sans crème solaire, au moins 20 minutes, sur au moins les deux bras ou les deux jambes, et à ce moment-là, vous ne prenez pas votre vitamine D le soir. Mais si vous êtes resté dedans, comme moi par exemple là, même si on est en été, si je ne suis pas sortie suffisamment longtemps aujourd'hui, ce soir je prendrai ma vitamine D. Avec ce principe-là, on est prudent, on ne fait pas n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui incite aujourd'hui encore des médecins à dire on ne prend pas de vitamine D l'été parce que ça sera un peu compliqué de vous demander alors est-ce que vous allez au soleil, est-ce que vous n'allez pas, hop, on enlève tout, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'excès. Alors parlons maintenant du besoin quotidien de vitamine D. Là, vous allez trouver tout plein d'infos contradictoires encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un principe de précaution dans la façon d'annoncer les choses. Le besoin quotidien de vitamine D, il est très variable en fonction de l'âge, en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'IMC, est-ce qu'on est en surpoids ou pas. Et puis en fonction du contexte, si on a des résistances aux hormones partout, si on est dans une maladie chronique d'inflammation, il y a des contextes qui vont faire qu'on aura besoin de plus de vitamine D. Le surpoids aussi, parce que la vitamine D est liposoluble et les cellules graisseuses vont garder la vitamine D, elles vont la séquestrer. Donc vous en aurez moins pour agir sur vos fonctions en se fixant sur le récepteur. Donc compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de variables pour le besoin de la vitamine D, c'est pareil, on n'a pas du tout le même besoin à 1 an, qu'à 10 ans, qu'à 20 ans, qu'à 60 ans. Si on est en surpoids, comme je vous disais, bref,
Compte tenu de toutes ces variations, les recommandations légales que vous voyez sont très minimisées pour ne pas prendre de risques, et je vous parlerai bien sûr après de quels sont les risques potentiels d'un excès de vitamine D. Mais aussi, pourquoi? C'est que souvenons-nous que pendant des décennies, et ça perdure encore aujourd'hui, on ne regardait la vitamine D que par rapport à la fixation du calcium, donc la santé osseuse. Et là, le besoin est totalement minimisé par rapport aux besoins qu'on a vus à tous les niveaux. Dans une approche fonctionnelle aujourd'hui, l'exigence au niveau du taux sanguin est supérieure. On ne se contente pas d'être au seuil de carence qui est de 30 nanogrammes par millilitre, on va plutôt vouloir au moins le doubler, voire plus si vous suivez des médecins fonctionnels. Donc aujourd'hui, si on est un adulte qui est en IMC moyen, c'est-à-dire qui n'a pas ni d'obésité ni de surpoids avec beaucoup de cellules adipeuses, le besoin quotidien, c'est-à-dire ce qu'on dépense en vitamine D, il serait plutôt de l'ordre de 4000 unités par jour. Bien sûr, on peut diminuer un peu parce que certaines personnes, en prenant 4000, vont avoir leur taux qui va beaucoup monter. Donc là, on est dans une vidéo publique, on va être prudent, on va dire entre 2000 et 4000, ce qui est quand même aujourd'hui un consensus quand on regarde l'ensemble de toutes les fonctionnalités de la vitamine D et pas que la santé des os avec la fixation du calcium. Cela dépend de l'âge. Attention, ne donnez pas trop de vitamine D à un enfant de 5 ans par exemple. Alors, je vous mets des liens avec les besoins par tranche d'âge, mais l'idéal sur tout ça, c'est de se faire accompagner pour éviter les excès. Lors de la période Covid, il y a eu des erreurs parce que des gens avaient entendu que la vitamine D c'était bon pour aider l'immunité à se battre contre l'infection, et les gens parfois ont pris beaucoup trop de vitamine D parce qu'ils ne savaient pas vraiment, qu'ils avaient lu des choses vite fait, et donc non, on ne fait pas la même chose quand on a 30 ans que quand on a 10 ans, donc attention. Il existe en effet une toxicité de la vitamine D quand on arrive à des taux beaucoup trop hauts. Alors ces taux beaucoup trop hauts, attention, ce n'est pas 60 nanogrammes par millilitre, ce n'est pas non plus 70, ce n'est pas non plus 80, même si les labos vous mettront parfois encore en gras, de faire attention, attention. En fait, on parle plutôt de toxicité aujourd'hui à partir de 150 nanogrammes par millilitre dans le dosage sanguin, et le vrai risque est lié à de l'hypercalcémie, mais ça c'est pour vraiment comprendre quels sont tous les mécanismes. En gros, on ne faut pas aller trop loin tout le temps dans la vitamine D parce qu'après il pourrait y avoir des risques de dérégulation de la calcémie avec des atteintes rénales, cardiaques, neurologiques, donc on va éviter ça. Quand on vous dit de ne pas en prendre l'été, je pense que c'est pour éviter ça, pour pas que les gens fassent n'importe quoi, qu'ils en prennent tout l'été alors qu'ils se mettent en même temps au soleil et qu'ils en aient trop. Effectivement, il faut quand même mesurer ça, mais on peut aussi être prudent et dire je n'en prends que si je ne me suis pas mis au soleil, et attention aux doses. Pour moi, à mon sens, on ne prend pas 10 000 UI par jour comme des gens prennent parce qu'ils ont lu, etc. Ça pourrait être intéressant dans certains cas au tout début, encore que moi je ne le fais pas. Mais voilà, des médecins fonctionnels peuvent recommander de prendre 10 000 UI au début pour remonter un taux, toujours associé à de la vitamine K2 qui va permettre d'orienter le calcium au bon endroit. La vitamine D, elle va favoriser la fixation du calcium. La vitamine D va permettre de l'orienter mieux dans le corps. Surtout si on se supplémente au long cours en vitamine D, surtout si on prend des grandes doses. Donc là, à ce moment-là, il vaut mieux l'associer à la vitamine K, et de plus en plus de laboratoires qui proposent la vitamine D l'associent à la vitamine K. Alors on prend la vitamine D3 associée avec la vitamine K, c'est encore mieux. Alors je terminerai, parce que la vidéo est déjà bien longue, sur le fait que le magnésium est favorable à l'assimilation de la vitamine D, et que cette vitamine D, c'est quand même un élément liposoluble, donc pour qu'elle soit assimilée quand on la prend en complément alimentaire, en gouttes, il faut qu'il y ait des sels biliaires pour l'assimiler. Et ces sels biliaires, ils vont être présents parce qu'on va manger un peu de gras. C'est pour ça que les labos les mettent toujours de la vitamine D souvent dans des gouttes huileuses, parce que le fait, pour assimiler cette huile, la vésicule biliaire va envoyer ces sels biliaires qui vont permettre d'assimiler la vitamine D. Donc c'est vrai que dans certains cas, on l'assimile moins bien, notamment les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne l'assimilent pas, ça veut dire qu'elles l'assimilent potentiellement moins bien. Donc tout ça, ce sont des nuances qui permettent de voir, c'est pas une vérité unique pour tout le monde, bien loin de là. Donc c'est intéressant, c'est pour ça de régulièrement faire des dosages pour voir où on en est, adapter sa complémentation et
À mon sens, prendre de la vitamine D dans tous les cas de figure, c'est intéressant de façon juste, modérée et prudente. J'espère que cette vidéo un peu longue vous aura intéressé. Merci pour votre soutien. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, de me le marquer en commentaire, de mettre un petit pouce vers le haut. Vous savez, ça soutient beaucoup mon travail. Je passe beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Merci à vous en tout cas pour votre bienveillance et tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, j'essaye de répondre à toutes vos questions en commentaire. Je vous dis à très vite.